Bonjour, bonjour chers Congolais, bonjour chers amis. Jim Djunga Podiampolo, Pene Djunga Penelongengo, président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Alula, qui est le président de notre mouvement et du mouvement de l'unité congolaise. Voilà, je reviens comme je vous avais promis vers vous aujourd'hui pour qu'on puisse encore aller de l'avant et détailler un peu ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Salut Tony, c'est un plaisir de te voir là. Un grand plaisir. Et donc, la chose qui nous importe, c'est nous ne faisons pas des commentaires, mais nous échangeons ensemble en vue d'apporter une certaine éducation, une certaine sensibilisation à tous les Congolais. Le sujet que je porte depuis quelques années, c'est l'absence d'État, l'absence de l'État. Pourquoi je parle de l'absence d'État, l'absence de l'État? Parce que Mbulamatari sera zate na mokili, merci. Mbulamatari sera zate na mokili moko na mboka moko, eza malonga te. Eza malonga soki mokete. Yango, à partir du moment où biso wa Congolais, tu comprendre conscience que Mbulamatari eza na mboka na biso te. Que conséquence ya absence ya Mbulamatari eza ba biloko nyonso ya mabe toza komona eza kosalama na Congo. Bonjour Papa Guy, un plaisir de te voir. Et donc, en réalité, salut Yves Otema, un grand plaisir. J'espère que tu as du beau temps chez toi. Et donc, la chose qui nous importe aujourd'hui vraiment, c'est que nous comprenions tous le fait qu'il n'y a pas d'État au Congo, et que ça a des conséquences incommensurables sur le fonctionnement de tous les rouages de notre pays. Tous les rouages. On a échangé ensemble lorsque nous avons dit ensemble que nous n'avons pas d'État au Congo, nous n'avons pas un pays qui est dirigé par un gouvernement. Quel est ce gouvernement? Qui connaît ce gouvernement? Qui connaît le budget de ce gouvernement? Qui connaît les étapes de dépenses de ce gouvernement? Qui connaît? On n'a pas d'informations sur ça. Donc vous allez voir les trois sujets, merci beaucoup, les trois sujets que nous allons utiliser aujourd'hui pour étayer, pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, sont des sujets qui sont cruciaux pour une nation, pour un pays comme le nôtre. Et là, lorsque nous voyons dans le monde entier aujourd'hui, on nous parle de coronavirus, alors que nous savons au Congo, nous avons déjà Ebola, qui est un virus beaucoup plus meurtrier que celui-là. On va nous parler de l'insécurité qu'il y a au Congo, mais nous avons soi-disant au Congo, on a un État, on a un gouvernement, on a un président de la République au Congo. Donc le président de la République a un gouvernement qui travaille avec lui. Et la réalité de toutes ces choses-là, elle est où? La non-existence de l'État inquiète les Congolais. Hein? La non-existence de l'État inquiète lourdement les Congolais, nous pose énormément de questions. Mais à chaque rencontre où je vais, je rencontre des gens qui me demandent, mais Ndenini, Tomoni, Likamo, Salamiboye, alors, lorsqu'on parle en lingala, quelqu'un te dit Ndengeni, donc ça dit c'est un questionnement qui est très profond. Ndengeni, ça veut dire où est l'autorité qui doit s'occuper des situations de ce genre? Et pourtant, à ce Congolais-là, on a dit que nous avons un président de la République démocratique du Congo et apparemment nous avons un gouvernement. Je prendrai d'autres exemples pour montrer quand je vois ce qui se passe par exemple à la frontière sud des États-Unis. Il n'y a pas de comparaison-raison, mais juste pour imager, on a non seulement le service aux frontières, plus des milices citoyens qui patrouillent. Mais quand je dis des milices citoyens, c'est sous le contrôle toujours du shérif de l'État. Mais chez nous,
les Congolais se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les prix ont augmenté brusquement lorsqu'on a annoncé le Covid-19, pas au Congo, mais ailleurs? J'insiste sur un fait qui est très désagréable. Le commerce de gros au Congo est tenu par des étrangers. Le commerce de détail le plus fructueux est tenu par des étrangers. Je ne citerai pas le nom, mais ce sont des étrangers. Je veux juste imaginer cette chose-là. Vous savez, le Nigeria. Le Nigeria est un pays mastodonte comme le nôtre. Nous, on est mastodonte aussi par la population et le territoire, mais le Nigeria a le double de notre population. Le Nigeria a plus de 187 millions d'habitants sur à peu près 900 000 km². Mais c'est un pays qui a pris des décisions fortes pour justement permettre l'éclosion d'une bourgeoisie de commerce nigériane. Pourquoi? Même quand les Chinois sont allés chez eux, parce qu'on dit que les Chinois ont beaucoup de moyens, donc il faut les laisser faire. Ils ont exigé à tout le monde, tous les étrangers, ils ne veulent voir aucun étranger dans le commerce de détail. Ils disent, si vous voulez avoir des licences sur le commerce import-export ou commerce de gros, il n'y a pas de problème. On vous partagera avec les Nigérians. Ce qui fait qu'on sait que la valeur ajoutée se fait au niveau du commerce de détail. Mais au Congo, tout est tenu par des étrangers à 80%. Ce qui n'est pas juste. On trouve nos Congolais dans les Nganda, dans les Ligablo, dans les petites boutiques de quartier, etc., etc. Et même là, on voit un foisonnement de certaines boutiques d'étrangers. Bref, les Congolais s'inquiètent et l'histoire du coronavirus dont on parle aujourd'hui est devenu un révélateur qui confirme les craintes des Congolais. Et nous craignons qu'il arrive ces virus-là au Congo. Nous craignons. Parce qu'aujourd'hui, dans les informations, merci beaucoup, dans les informations que nous voyons, nous ne savons pas si le virus Covid est arrivé au Congo réellement. Nous ne savons pas. Et en même temps, nous nous posons la question de savoir comment vont se protéger nos populations. Comment vont se protéger nos familles. À Beni, à Kinshasa, à Matadi, dans le Katanga, dans le Bas-Zaïre, dans le Haut-Zaïre, en Équateur, dans le Kassa oriental, dans le Kassa occidental, dans le Bandundu, dans le Bas-Zaïre, dans le Kivu, dans le Maniema. Comment est-ce qu'ils vont se protéger? Comment? On se pose la question. Hein? Donc on va voir un peu les conséquences de cette non-existence de l'État ensemble pour qu'on voit un peu toutes les solutions que nous pourrons envisager beaucoup plus tard. Donc, lorsque nous parlons, je prends vraiment ce premier exemple de la pandémie Covid-19, coronavirus. J'insiste. Coronavirus est un virus qui est moins fort que Ebola. Ebola, s'il atteint 100 personnes, au moins 50% meurent. Et Covid-19, quand il atteint les gens, les morts sont autour de 2 à 3%. Et ça atteint un peu plus de 50% des personnes qui ont plus de 60 ans. C'est ça. Mais ces statistiques-là n'est pas sûre. Mais un pays a démontré la capacité et a donné la méthode pour résoudre le problème coronavirus, c'est-à-dire Covid-19. C'est la Chine. Donc la Chine a testé plusieurs méthodes, dont la méthode qui a marché le plus, c'est le confinement total. Il a confiné les gens, mais on a demandé aux gens de s'enfermer chez eux et ne pas sortir. Mais le corollaire de cela, c'est quoi? Quand tu dis aux gens de s'enfermer chez eux, il faut au minimum que ces gens boivent minimum. Bonjour Papa Moleka. Et donc, quand on regarde cela, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais il y a un problème. La situation du Congo, hein, parce que le président de la République de Mauritanie, c'est
à la télévision qu'on allait faire le confinement. Il a fait un mimétisme avec ce qui se passe en Europe. Donc on va faire un confinement. Je ne sais pas si tout le monde a compris c'est quoi. Mais on va juste donner des éléments pour montrer combien c'est indélicat de prendre une décision de cet acabit-là. Ce n'est pas possible de dire qu'on prend cette décision-là pour les Congolais. Ce n'est pas possible. Moi, je me pose la question, je dis, mais lorsqu'on a pris, je vais faire la comparaison qui n'est pas raison, mais je vais la faire. Les Chinois ont confiné 56 millions. 56 millions de gens dans la ville de Wuhan et dans la région province de Wuhan. 56 millions de gens. Mais l'État chinois et le système économique chinois a organisé une logistique totale pour que toutes les personnes qui sont confinées aient à manger et à boire. C'est-à-dire on a mis des protocoles pour amener à manger et à boire par quartier, par zone, par collectivité, par localité. Pendant 3 mois, 2 mois et demi, depuis le mois de janvier, au mois de mars, pendant 2 mois et demi, ils ont mis le paquet et on a critiqué ici, en Europe, ici, on a essayé de critiquer ça, etc. Mais finalement, les Chinois ont tenu, ils ont poussé les choses, mais le plus loin possible. Et on n'a pas eu de problème de gens qui ont manqué à manger, qui sont morts de faim, etc. Mais la Chine a déploré quand même quelque chose comme plus de 3000 morts. Mais il a contenu la maladie. Il a contenu. Les coronavirus qu'on voit en Chine sont des cas de Chinois ou des étrangers qui reviennent en Chine pour travailler. Certains reviennent, ils ont le corona et ça, c'est sous contrôle. Le protocole fonctionne. Si nous prenons le cas du Congo, je n'arrête pas, je dis le cas de la Chine, pourquoi? Parce que la Chine a des magasins de toutes sortes qui avaient des stocks dans tous les quartiers, etc. Et le système chinois de production agroalimentaire a continué à fonctionner comme on fait en France. C'est-à-dire, toutes les usines dont on a besoin pour le fonctionnement des décisions que l'on prend en France fonctionnent. Notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture. On produit toujours les produits, on est en train de produire. Alors, je prends maintenant la situation du Congo. Le président de la République démocratique du Congo est passé à la télévision pour expliquer qu'il prenait la décision du confinement. Les Congolais se posent la question. Est-ce que le président a compris de quoi il parle? Quand tu dis confinement, c'est-à-dire il faut enfermer les gens. Il faut que les gens, non pas enfermer, il faut que les gens s'enferment chez eux sans sortir. Mais moi, je relève une chose. On appelle article 15. Quand on était jeune, on disait débrouillez-vous. Mais en fait, en réalité, c'est il faut qu'une personne sorte de chez lui un petit peu pour aller chercher à manger pour ses enfants. Donc papa et maman sortent, ils vont aller faire de la débrouille, ils récupèrent du riz, du madessou, du foufou, etc. Ils ramènent ça, ils font pour les enfants. Au moins on mange une fois. Et si ces parents-là n'ont pas le... Bonjour, président Lula, un grand plaisir de te voir. Si ces parents-là ne sortent pas parce que le président de la République démocratique du Congo a pris la décision du confinement, comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Alors, je vais vraiment détailler la chose là pour qu'on voit. Si la Chine a pu amener à manger à tout le monde, etc., parce qu'ils ont des listes d'adresses de gens qui sont certifiés partout. Donc, si on va chercher M. Djunga au 1047 du boulevard Lumumba, on ne me trouvera pas. Parce que le 1047, il n'est plus de ce côté-là. Est-ce qu'on connaît l'adresse des gens? On est sûr que les gens sont à cette adresse-là. C'est cette réalité-là qui frappe le Congo. On ne sait pas où se trouvent les gens. On ne sait pas comment acheminer. Est-ce qu'on peut aller au quartier des Marais que je connais très bien à Matete? Après une pluie qui serait tombée, est-ce qu'on peut aller donner à manger à tous ces gens-là? Ça pose un énorme problème. C'est-à-dire la logistique n'existe pas et on demande aux gens de s'enfermer chez eux. Donc, vous voulez le cannibalisme, hein? C'est ça, vous espérez le cannibalisme. Parce que si les gens n'ont plus rien à manger pendant 2 semaines, qu'est-ce qu'ils vont faire? On aura des morts pas dues au coronavirus, mais au confinement. Donc, on n'a pas réfléchi. Ça, c'est la première chose, on ne peut pas demander aux gens d'aller
faire le confinement, d'aller s'enfermer chez eux, lorsque le système de distribution de produits alimentaires de première nécessité n'existe pas dans un pays. Nathan biloko kolia etondi te eza na mboka te bokoki kotinda bato bakangama na bandako na bango te. Et l'autre erreur que je trouve monumentale, le président de la République démocratique du Congo a pris la décision de fermer à Kinshasa, parce que c'est la plus grande ville du Congo, avec ses 14 millions d'habitants, de fermer le Zando. Zando, c'est le grand marché de Kinshasa. Comment on cause la décision au Kangazando alors que merci Mingi, bonjour papa Diantatu. Na biloko na Zando que batwa na ko soma biloko na Zando po balia. Batiki Zando oya a construit na l'espace laissé par General Motors Tamazaga na Massina. Zando qu'on appelle les Zando de Laurent Désiré. Comment prendre une décision comme ça? Au Kangi Zando ya Mounen Eskaba Dioso mécaniquement et puis au Tiki Massina. Est-ce que le bus sur le Congo se dirige vers Massina ou bien il y a Kinshasa et la Massina ou na Gombe? Qui na Gombe zu Kasavubu zongi na bo ezubo kasezongi na Kasavubu. C'est comme ça. Donc, comment voulez-vous décision en dengoyo au justifiant? Et nous avons eu non seulement après avoir vu des vidéos que nos membres de UNIC ont pu récupérer, qui nous ont montré des jeunes femmes qui tenaient, soi-disant, un ganda, l'autre, un endroit où les gens venaient une buvette avec un salon de coiffure. Abi mais balou na surtout kanga babisika na biso nyoso ba entreprise na biso nyoso mais to zombongo wa parce que bango ba tient en place ata ne to mo na poto kuna ba refuta biso. Alors comme président il y a République démocratique du Congo à ça qui discours na yoka qui budget au ba tient en place té parce que pour on retient un budget en place il faut vous alana contingence mon cadre ya budget à l'état. Mais comme budget pas à l'État, tu es bien voté, je me pose la question. Parce que les Congolais vont tout ninga, ils vont question belé. Et je n'ai pas de réponse. Donc je me suis posé la question pour Natala. Je pense que ce que budget a été très compliqué. Bateau bazana magablo na bango, bateau bazana ma boutique na bango de quartier ou bien na Kipuanza ou bien na coin ya Bagata, akangaka ya ngonde wana ke dofana ndako sa eloko moté. Et c'est impossible. Bateau bazana Zando baru au Congo simplement parce que facilement on peut mettre des militaires dans Zando pour bloquer bango. Or Zando est équivalent na France, na Paris, il y a Rungis. Zando on a qui Rungis. C'est là où les gens vont s'approvisionner. Et tout ce qu'il y a autour de Zando, Tina veut de commerce, c'est là où on s'approvisionne. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme ça et on dit aux gens, enfermez-vous. C'est incompréhensible. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Balingo me base information sur les revenus de distribution au Salamana Congo. Je vous annonce que tout ce qui 19 personnes. Donc, Nathan on a talango et là on a ici on a dit mais ils ont maladie. Mon corps le bilan a bivier. Mais si on dit l'hôpital fait au koufi gounat. Si on continue l'hôpital au koufi. Si on a moi maladie mon corps continue l'hôpital au koufa. Surtout maladie wana. Je n'ai pas pu rigoler parce que j'ai trouvé ça grave. Et donc, j'ai continué à chercher avec nos frères congolais. Nathalie, situation à santé publique. Parce qu'avant président de la République démocratique du Congo, la décision, je pense que, conseiller la situation, il y a santé publique dans le Congo. Quelle est la situation de santé publique dans le Congo? Ils ont effondré, totalement effondré. Hôpital, nous sommes un hôpital de référence. Ce sont des mouroirs. Des mouroirs. Et ça, des mouroirs. Si vous avez des images de Woutaka, na terrain, na Congo, au tali des images à Mamaemo. Au tali des images, il y a l'hôpital de Gemena. Au tali des images à l'hôpital à Kikwit, na Kikwit 2. Au tali des images à l'hôpital de Kananga, que je connais à une époque. Bas mouroir. Mouroir. T'as des endroits qui sont faits pour les gens qui payent. Oh, bah ça là, miracle. Et le reste des endroits, c'est pour ceux qui ne payent pas ou qui n'ont pas les moyens, qui viennent attendre leur tour. Et ceux qui vont attendre le tour, l'autre va attendre très longtemps. Le budget, s'il vous plaît. Le budget de la santé publique au Congo, c'est 101 millions en 2017.
101 millions de dollars. Et le budget supputé au Tokakina 2019, c'est acquis 107 millions de dollars. Tout ça, 97, entre 94 et 97 millions d'habitants. Salut mes amis de Softcare. Et donc, 107 millions de dollars pour soigner, pour mettre un système de santé publique pour 94 millions de Congolais. Alors, ce que je chiffre mi balewana, au moins, pourquoi est-ce qu'avant de décider, na évité Congolais va mi tourner balobi, mais est-ce que Mokonzi a République du Congo a information sur avance de la décision? Parce que quand on a ces chiffres-là, on ne peut pas prendre ces décisions-là. Deuxième chose, on va rajouter pour au moins combien c'est grave. 56 lits médicalisés avec système de respiration na Congo Mobimba. Pour 94 millions d'habitants, nous avons 56 lits médicalisés avec système de respiration. N'a évité ce qu'il faut dans ça commentaire, mais il n'y a pas de commentaire à faire. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a un gros problème. Les Congolais se posent la question, pourquoi alors le confinement? Pourquoi le confinement? Nous sommes 29 personnes, 30 personnes. Pourquoi le confinement? Congolais, le gouvernement a-t-il poussé le mimétisme jusqu'à reverser aux Congolais des revenus de transfert ou de redistribution? Et comment il va le faire? Congolais, à tout la question est toujours là. Moi, je vais mike na sima. C'est-à-dire comprendre ma tout na yo. Est-ce qu'on a là repose bateau? Les Congolais veulent savoir comment la déclaration du président du Congo n'a pas parlé du soutien aux petites entreprises congolaises. Parce que le soutien à l'entreprise américaine et étranger. Mais soutien aux petites entreprises congolaises, c'est botiki zando polele, bopesi magablo, les moyens de continuer à faire leurs activités. Bien est-ce que magablo assure d'avoir quelque chose? Situation à l'hôpital, la situation des hôpitaux est calamiteuse. Calamiteuse, complètement calamiteuse. C'est-à-dire, je viens de vous dire, hein, on a 56 lits médicalisés avec système de respiration. On a une désorganisation logistique totale. On ne sait même pas le nombre. Il y a le ministre de la Santé. Bonjour, cher Patrick Fonja. Bonjour, Jean-Marie Mbama. Tous les ministres de la Santé question, mais quel est le nombre de masques dont nous disposons au Congo? C'est-à-dire, je ne me moque pas, mais la situation est tellement comique que douleur et l'équipe trop mieux que ce cas. À éviter, non, masque est disponible dans le Congo. Nous sommes 97 millions de gens. En France, il y a 68 millions d'habitants. Avec stock, il y a 86 millions de masques. Bagarre est grave. Mais nous, on ne connaît même pas le stock que nous avons. Et comment on va le distribuer s'il faut le distribuer? Comment est-ce que l'infirmier qui est à Gungu, dans le Bandundu, ou bien au Azana Bagata, toujours à Bandundu, masque. Comment infirmier au Azana Ruki, masque. Comment est-ce qu'infirmier au Azana Dungu, Pemina Dungu, ou bien au Azana Yakoma na Simayo, comment ça au Kadizi, où elle est? Masque Ndengenini. Hein? Infirmier na médecin au Bazana Faradje, au Azana Abba. Hein? On me Ndengenini. Au Azana Mugwere, pareil. Hein? La cité aux Aïr Mingipo, c'est la plus grande région, une des plus grandes régions au Congo. C'est la plus grande. Hein? Territoire des Almounés, le Espagne. Bon, même à plan kuna, bon, pesa bateau, baza kuna, so, Ndengenini. Il y a un moment, dans le confinement, est-ce que confinement, ça, na Mugwere? Bonjour, Constant Lumfumu Louvia. Alors, je vais lire un peu ce que Constant nous dit. Constant Lumpipu Louvia. Alors, heureusement qu'il y a de l'espoir avec le traitement de l'infection par l'association de la chloroquine avec l'antibiotique azithromycine. Oui.
heureusement, mais comme tu le sais parfaitement, nous ne fabriquons pas la chloroquine au Congo. Nous n'avons pas de protocole. Ce protocole-là, nous ne l'avons pas au Congo. Et moi, je dis que c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Les tests ont commencé ici en Europe, en France, et je crois aussi en Allemagne et en Italie. S'il en ressort que il y a de bienfaits au-delà de un certain pourcentage, c'est pas 50%, mais même peut-être à 32%, c'est sûr que ça va être appliqué. Mais il y a beaucoup d'espoir, c'est vrai, oui. Et je vais seulement ajouter là que nous sommes un des plus grands producteurs du principe qu'on appelle la quinquina, hein, dans le Kivu toujours, et que donc, nous sommes en bonne position pour participer à la production de ce chloroquine, etc. Donc, espoir Wanezali, je suis d'accord, mais est-ce que nous avons les systèmes adéquats pour la distribution Zwana? C'est-à-dire qu'il fallait prendre tout ça en compte. Mouroir, oui, mais au Congo, l'article 15, je vous rappelle, mes frères, tout ça, comme il a dépassé 60, dans l'article 15, Natang ozu peuple congolais commissionneti Lyon. Lyon sera Lamouki, à tel à gauche, à tel à droite. Il faut trouver Damas. Kolobane lo komsute. Kolobanaye et lo komsute. Akokende koluka Damas naye. C'est ça c'est ce que sont devenus les Congolais. Donc, article 15 euros longo liango, mais aucun problème. Donc, certainement, les gens ne vont pas respecter ce confinement à cause du fait que article 15 euros, alors, Patrick Efonja nous dit, mais pourquoi la France a retiré la chloroquine? On est comme Badema Moko, il y a aussi là peut-être après. Chloroquine et ça, on a dit que la chloroquine avait des effets. Rappelez-vous, hein, Bissot Tokola dans le Congo. Parce que là, on nous voit en France, on dit, mais Bissot Tokola dans le Congo. Quand nous sommes allés, nous avions 10 ans, 11 ans, on avait la nivaquine, et puis on a eu camokine, et in fine on a eu chloroquine. Donc, ces 3 médicaments ont permis de contenir la malaria au Congo, Zaïre à l'époque. Et donc, on connaît ces 3 médicaments comme étant des médicaments qui soignent cette partie-là. Effectivement, la malaria est une maladie qui a les mêmes, qui atteint les mêmes organes pratiquement que le coronavirus. Donc, suite certainement à ça qu'on rapproche ces médicaments vers le traitement du corona. Mais la réalité qui est là est que il y aura une vraie bagarre politique, géopolitique, géostratégique. Là, si vous voulez, on peut traiter de ces sujets-là sur toutes les solutions, entre la solution des Chinois, des Japonais, des Coréens du Sud, et les solutions européennes, et les solutions supputées aux États-Unis. On peut, voilà, mettre ça en place pour regarder. Je venais de pas savoir que il y a un laboratoire allemand qui a trouvé un produit apparemment qu'ils peuvent mettre sur le marché le plus rapidement. Président des États-Unis, bango millions, bango approvisionné que États-Unis, pas un autre pays. Et ça, le scandale en Allemagne. Donc le laboratoire a reculé, le PDG du laboratoire a quitté boulot naïe, a memani à Kova en États-Unis. Donc voilà, il y a tout ça, il y a une vraie bagarre autour de ça. Alors, salut Serge Biza, et puis bon, Patrick Tozalaka, déjà n'a pas réserve, il y a Kissi, Wana depuis Kala. Oui, mais mon grand frère était le directeur général, il y a DCMP, pharmacie nationale, il y a Nani, il y a Zahir. Eh ben, stock est là, âge. Tout ça, il y a un stock qui est belé, effectivement. Et comme nous avions la quinquina, on a eu une industrie pharmaceutique. Et ça, qu'on devait produire mingi pour un pays. Mais stock, il y a des médicaments qui ont 20 ans. Donc, tu vois un peu, c'est-à-dire que la réalité du stock est là physiquement, mais la réalité de l'efficacité dans l'âge de ce produit n'existe plus. Bonjour, Mère Claude. Oui. Patrick, je suis d'accord avec toi, on peut soigner par tous les étés. Donc, le problème que pose le confinement est un problème réel, les lots,
et que nous craignons que le confinement ne se fasse pas parce que les Congolais ont dit que biso il faut que ne collique là-bas dans la besoin de colia donc il faut tout bima. Moi il faut faire un d'accord les ceux qui vont bête biso masasi babeta masasi. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque là. Donc voilà un peu on va dire inconséquence, oui conséquence. Il y a la non-existence de l'État. S'il y avait un État au Congo véritablement mais depuis 18 ans il y a Rwandais et Kabila. Ben même à système on peut parler que nous avons déjà subi en 76 la maladie du virus de Marburg, de Ebola. Donc nous sommes un pays qui doit être averti, conscient de ces dangers-là. Et bien système tout en rose jusqu'à la fin de l'année 80, mettre tout s'aligner. Mais on a galvaudé ça, on a pensé que non, tout ce que les Occidentaux vont nous faire, ils vont nous aider. Donc, vous voyez vraiment que c'est une situation très compliquée et que la responsabilité, il y a le président de la République démocratique du Congo, ils ont engagé totalement, la responsabilité du gouvernement est engagée totalement. Donc, je ne suis pas là pour accuser les gens, mais j'ai dit, mesure on ne peut pas les prendre dans le cadre de la quarantaine, parce qu'une quarantaine coûte très cher. Donc, nous avons pris cet exemple parce que tant que nouvelle on est à Corona, prigno se mati, sac à ciment est commis $35, mais batoué à cimenté. Le riz, le foufou ont triplé leur prix. Biodi est triplé prix. Comment voulez-vous que les gens puissent vivre? Où est l'État? Où est l'État? Comme ça, le discours est bien, mais l'État doit être présent. La présence de l'État sur le territoire, de l'État sur tous les territoires du Congo, il faut y aller là. C'est-à-dire, ta concurrence, les Congolais veulent savoir qui dirige le pays. Est-ce que les Congolais, ils ont l'impression que le pays est dirigé par une personne qui est tenue en otage? Un fantôme. Ce qui peut pas être Tiwana, c'est grave. Très grave. Donc voilà pour notre premier sujet, on a tout traité ensemble. Parce que, comment dire, les Camboya, Magamba Congo, ils ont fait ça comme on aime bien dire, mais Moutoupa c'est karaté. Nous voulons que la communauté internationale, bonjour cher Jean-Henri Kine, un plaisir de te voir. Nous disons et nous voulons que la communauté internationale nous écoute, qu'il écoute le peuple congolais. Que l'exemple qu'il vient de faire en 2019 avec un pseudo-changement de régime, avec une certaine congolisation, n'est pas un exemple que quelqu'un peut suivre. C'est une catastrophe généralisée. Le Congo ne s'en sort pas et nous savons les enjeux stratégiques, géopolitiques et géostratégiques qui sont autour de cette région qui est la nôtre, autour du Congo. Entre le nord du Congo avec la pression islamiste qui est mise au nord, à travers le Tchad et à travers le Soudan, et la pression qui va venir avec le changement climatique et le dessèchement de pluies qui sont au nord du Congo, à la frontière dans le Mbomu. Fait qu'il y a des populations qui entrent au Congo, il y a des populations au Moro qui sont entrées au Congo, qui sont là comme des réfugiés. Mais ils sont en train de faire leur vie là, à 50, 70 km de Yakoma. Certains sont jusque vers Dungu. Donc, ça, c'est des situations qui ne peuvent exister que parce qu'il n'y a pas une organisation étatique au Congo. Alors, Lila sans samedi, les politiciens congolais gèrent très mal la situation. Le copier-coller des solutions d'autres pays ne suffit pas. Merci, tu fais que confirmer ce que je viens de dire, merci beaucoup. C'est une réalité qui est terrible. On peut copier-coller, mais on copie, on met d'abord dans Photoshop, on modifie certains trucs, on amincit le type, et puis on recopie ça, on balance. Mais copier-coller, copier-coller au Bambi, non. Mimétisme, ça, confinement, parce que ça dit confinement en Belgique ou en France, ou aux États-Unis, tu fais plaisir à qui? Alors que, bateau, ça dit logistique et distribution alimentaire, mais toi, tu n'en as pas, et tu fais le confinement. Patrick Fonda dit, je suis content que Bakonziwana Bakangami na Congo, comme ça, mon été à l'hôpital, oyo, batikela biso.
Donc voilà encore une bonne réaction, c'est-à-dire que pour une fois, comme on a fermé les frontières, ils sont obligés de traiter l'affaire Rabat. Moi, qui m'appelle la région de sinon, on va de côté à Zamba. Mais fais gaffe dans Zamba. Donc les Congolais disent que le changement de régime est la seule solution. Ce n'est pas les intelligences ni les organisations qui manquent. Donc, le changement de régime est la solution pour qu'on puisse sortir le Congo de cette déliquescence. On a vu un cinéma qui nous est présenté par nos frères qui sont dans l'UDPS, mais un cinéma mauvais, mais qui montre bien dans quelle déliquescence est même le parti du président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les cœurs. Merci, c'est gentil. Et donc, la défiance est totale au sein de la base de l'UDPS. Une défiance, pas une défiance simple, mais une défiance qui est dans les sous-bassements même. Nous avons vu le garçon, je ne sais pas, c'est Kapumbu, qui a été brûlé. Vous vous rendez compte? Il y a une défiance terrible, terrible. Et donc ça ne nous dit pas des lendemains qui chantent par rapport à cette situation-là. Donc, nous pensons que le message venant des UDPCiens qui disent au président de la République et à ses amis que la fin des haricots est arrivée, est un message qui est très grave pour notre pays. Et nous, les Congolais, continuons à se poser les questions pour savoir qu'est-ce qu'il adviendra de la relation entre la base et le chef de l'État. Lila Sansa nous dit, les pays frontaliers du Congo comme Rwanda ont beaucoup de personnes infectées. Oui, Lila, je comprends que tu cites le Rwanda. Mais il n'y a pas que le Rwanda, il y a d'autres pays aussi qui sont infectés. Je vais juste préciser que les Rwandais sont nos frères africains. Donc, jusqu'à preuve de contraire, on ne peut pas souhaiter surtout qu'ils souffrent de quoi que ce soit. J'espère que ça passera. Mais la réalité qu'elle a est que si cette maladie-là arrive au Congo comme nous entendons, on nous dit 14 cas. Qui est sûr de ces 14 cas? Qui est-ce qui a fait les tests? Est-ce qu'ils ont des tests valables? Même les Chinois, quand ils ont commencé avec tous les moyens qu'ils ont, ils se sont rendus compte que certains tests n'étaient pas bons. Merci beaucoup. Donc, la réalité, elle est là. La réalité, vraiment, elle est là. Donc, nous n'allons pas lâcher cette affaire-là. Nous continuons à suivre ça. Le deuxième sujet, je voulais vous parler un peu de Beni. Bonjour Joséphine, Ouale Kaodi, un grand plaisir. Serge Chomba, un grand plaisir de vous voir tous les deux. Merci d'être là. Je vais juste revenir sur la situation de Beni parce que ce qui se passe à Beni est la preuve que il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité politique, il n'y a pas d'autorité publique au Congo. Ou alors cette autorité existe bien physiquement, mais il n'a aucune action sur ce qui se passe au Congo. Beni est un territoire, j'insiste, Beni est un territoire qui est grand comme un tiers de la Belgique. Un tiers de la Belgique. 7500 km². Je suis désolé, je vais citer beaucoup de chiffres, mais prenez ces chiffres-là parce que c'est important, parce que la chose qui se passe avait été inacceptable. Beni se trouve dans le nord Kivu, à plus de 1500 mètres d'altitude. Beni compte, le territoire de Beni compte 1,2 million d'habitants. La ville de Beni, capitale territoriale de ce territoire, compte 102 000 habitants. C'est à Beni, à côté de Beni, au sud de Beni, que vous avez le site qu'on appelle Ishango, sur la rive droite de la rivière qui s'appelle Semlinki. Je dirais le fleuve Semlinki, parce que cette rivière-là est le bras congolais qui ramène l'eau du lac Idi Amin Dada vers le lac Mobutu à Bunia et le Nil qu'on appelle le Nil Ouganda, le Nil blanc, il sort de là aussi. Dans ce Nil-là, la rivière Semlinki, c'est le Nil. Et cette rivière-là part du lac Idi Amin à côté de Beni, à quelques kilomètres au sud de Beni. En 10 ans, il y a eu 27 000 morts. Tous les jours, les mercenaires de Paul Kagame, les mercenaires de Kabila et de leurs supplétifs congolais tuent des Congolais là-bas tous les jours. Enfants, filles, femmes,
hommes. On les massacre comme des animaux tous les jours, tous les jours. Et ça, si c'était une preuve qu'il n'y a pas d'État au Congo, je ne sais pas. Les Congolais nous disent ceci. Il y a 3 mois, on a envoyé l'armée là-bas pour régler le problème. Qu'est-ce qui s'y passe? Nous sommes allés chercher. Effectivement, il y a 3 mois, le président de la République démocratique du Congo a décidé d'envoyer 11 000 hommes. J'insiste sur tous ces chiffres-là. 11 000 militaires, 11 000 soldats allaient se battre pour régler le problème. Nous avons un territoire de 7 500 km², c'est-à-dire un tiers de la Belgique. Je vais donner juste un pendant. Comparaison n'est jamais raison, s'il vous plaît. La Belgique, 30 000 km², 11 millions d'habitants. La Belgique a une armée qui a 25 000 hommes, plus les réservistes. En tout cas, il y a 25 000 à 30 000 hommes. C'est l'armée belge. On revient. Le président de la République démocratique du Congo a envoyé 11 000 hommes, une division entière. C'est-à-dire la moitié, pratiquement la moitié de l'armée belge, pour aller régler la situation qui est là-bas à Beni, dans le territoire de Beni. C'est-à-dire, on a au moins entre 12 et 14 bataillons d'au moins 700 militaires. Donc, lorsqu'on prend une décision de ce genre-là, c'est qu'on met en place tous les moyens nécessaires pour aller arrêter la situation illégale qui se passe dans cet endroit où on envoie ces militaires-là. Donc, 11 000 militaires sur 7 800 km², ça se règle. Mais, je vous l'annonce aujourd'hui, nous avons pris toutes les informations nécessaires pour vous informer que la situation de la division qui a été envoyée là-bas est en total échec. Total échec, total échec. Parce que pendant que cette division et des troupes onusiennes qui sont autour de ça, de la MONUSCO, étaient là-bas, sont là-bas parce qu'ils y sont toujours, il y a eu 427 morts. On a assassiné 427 Congolais dans le territoire de Beni, pendant qu'il y avait 11 000 militaires congolais qui sont allés soi-disant combattre. Où est le problème? Le président de la République a décidé d'envoyer 11 000 hommes. Mais ce que nous avons découvert est catastrophique. Ces hommes-là ont été envoyés sans moyens. Sans moyens militaires. Sans moyens militaires. Rappelez-vous, le général Bouzamabe a fait une campagne, une opération de 1 mois. 1 mois. Il a récupéré, en termes militaires, il a récupéré tout le point stratégique militaire pour dire à tout assaillant qui oserait venir que Sogolekina Songolo Pakala Betayo. Il a réglé le problème. Bonjour Papa Albert, on a un grand plaisir de te voir. Un très grand plaisir. Bonjour Fred Paulsen. Alors, Fred Paulsen nous dit, et toute cette armée sont des étrangers rwandais. Alors, là, c'est une information que notre frère nous dit. Fred Paulsen, il dit que dans cette armée, il n'y a que des Rwandais, les 11 000 hommes qui ont été envoyés. Mais nous pouvons analyser ça d'une autre manière. Nous disons quoi? Nous disons que lorsqu'on a envoyé ces 11 000 hommes-là, c'est quelle est la personne qui a pris la décision d'envoyer les 11 000 hommes? Parce que la personne qui a lu le message, qui a dit qu'il a envoyé 11 000 hommes, c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe là-bas, notre analyse est totalement sans sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Aucun sentiment dans cette analyse-là. Notre analyse est de dire que les militaires congolais qui ont été envoyés là-bas sont partis sans aucun moyen. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas une arme avec eux. Ils n'avaient pas de moyens d'aller combattre. On a vu le général Bouzamabe ou le colonel Ndala. Lorsqu'ils ont trouvé des solutions adéquates, ils ont été éliminés. Et là, ils ont pris la précaution de non seulement de ne pas donner les moyens, mais les décisions de les envoyer là-bas pour tromper la communauté internationale, tromper la communauté nationale, sont venues du Rwanda. C'est tout. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire parce que lorsque la personne qui occupe ton pays prend la décision de dire que je vais aller combattre les assaillants qui sont les miens,
Les assaillants, CNDP et LMRA, sont des gens qui sont en business avec Paul Kagame et Museveni. Nous sommes à Beni. Nous sommes à Beni. Donc comment voulez-vous que le type qui occupe le Congo envoie une armée qui va aller saccager tout ce qu'il met en place pour qu'il y ait l'insécurité totale au Congo? Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi parfois on se dit, pourquoi est-ce que ce président a pris cette décision-là de venir raconter qu'il a pris une décision d'envoyer 11 000 hommes? On n'a pas envoyé 11 000 hommes. C'était juste une sorte de mascarade. Lila Sansa, il me dit ceci, un président qui envoie des gens dans un territoire qui n'a jamais voté aux élections présidentielles. Voilà. Donc, ce que je vous dis là, chers amis, chers frères, est très très grave. Parce que lorsque nous voyons que les militaires congolais sont allés mourir là-bas, mais ils sont allés mourir pour des raisons que nous ne comprenons pas, qu'ils soient infiltrés par des Ougandais, merci, par des Rwandais, ça ne m'étonnerait pas parce que les mercenaires qui sont entrés, certainement ils étaient là-bas, ils attendaient. On ne sait pas parce qu'aujourd'hui, moi je vois, si vous allez, président Lula pourra le dire, si vous allez au cimetière de Arlington, c'est en Virginie. On dit à Washington, mais c'est en Virginie, juste à côté. Si vous allez au cimetière d'Arlington, vous allez voir une grosse plaque. On a mis le nom de tous les militaires qui sont morts, par exemple, à la guerre de Vietnam. 58 096, je crois. Le nom de chacun d'eux. Tous les corps qui n'ont pas été trouvés, on me dit bien aux familles que votre enfant, votre mari, votre frère est mort, mais on n'a pas trouvé son corps. Tous les autres qui ont été trouvés sont enterrés, soit chez eux, soit dans ces cimetières-là. Alors, nous avons posé la question de savoir, on n'a pas vu le président de la République démocratique du Congo ou son ministre de la Défense passer régulièrement à la télévision pour dire le nombre de militaires que nous avons perdus là-bas, la logistique qui a été mise en place pour rapatrier leur corps et donner leur corps à la famille ou créer un cimetière où on va enterrer les militaires qui meurent pour la patrie. Mais lorsqu'il ne s'agit pas de patrie, je crois que c'est comme ça qu'on agit. Donc je ne fais pas d'autres commentaires. Mais je n'y pense pas moi. Hein. Donc voilà, donc cette situation-là de Beni est une situation qui est inacceptable. On a envoyé des hommes là-bas, on a envoyé soi-disant une armée, mais aucune armée, sans aucun moyen, sans rien du tout. Et en réalité, on n'a pas envoyé l'armée pour se battre là-bas. On a juste envoyé un défilé militaire pour donner l'image de... On est en train de résoudre le problème, mais 3 mois plus tard, il n'y a pas de solution. Merci beaucoup. Lorsque tu vois que ce territoire, c'est un territoire qui est tout petit, quand tu mets 11 000 hommes sur 7 800 km carrés, mais tu as un soldat tous les kilomètres carrés. Au moins. Donc voilà. Donc, c'est une situation que nous suivons. Nous n'hésiterons pas à vous amener d'autres informations le moment venu. Alors, avant d'entamer le prochain sujet qui va concerner les 1400 personnes qui sont entrées au Congo, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, à 19h55, aujourd'hui à 19h55, à 20h, dans 15 minutes, 20 minutes, le docteur Alula, président de l'Unité nationale de l'intégrité du Congo, va intervenir pour nous faire une analyse, pour vraiment faire la suite de tout ce que nous avons dit depuis quelques temps. C'est-à-dire, il va faire une analyse de la situation générale du Congo sur cette même antenne Facebook, mais une analyse succincte de la situation du Congo, et surtout il fera une analyse économique et prospective, parce que dans tous les milieux politico-économiques, géopolitique, géostratégie, géoéconomie, on nous dit que l'avant-coronavirus ne sera pas l'après-coronavirus. Et nous pensons que c'est une chance, parce que lorsqu'on a dépensé autant de milliards, on se pose, nous on est économistes, on se pose la question de savoir d'où viennent ces milliards. Donc lorsque nous voyons ça, on s'est dit peut-être qu'il y a une chance. Donc, pour notre pays, pour son développement, dans un contexte plus propre. Mais donc le docteur Alula, d'ici 19 minutes, va nous apporter un maximum d'informations, mais dans une analyse très succincte et très, très riche. Et je vous invite à venir aussi nombreux, sinon plus nombreux que nous sommes là.
Donc, je vous remercie d'avance et on va continuer l'antenne directement avec lui après. Donc, le dernier sujet que dont je voulais vous entretenir, c'est le sujet qui concerne l'entrée de ces étrangers au Congo. Donc, si je vous ai dit que la situation que nous vivons au Congo, c'est une situation de la non-existence de l'État. Il n'y a pas d'État au Congo. Mbula Matari a zalité dans le Congo. Et que, comme explique que 1500, 1400, ce n'est pas 2, ce n'est pas 30, ce n'est pas 20, mais 1400 Burundais sont partis du Burundi, sachant que la République démocratique du Congo a une frontière avec le Burundi sur la rivière Ruzizi. L'autre frontière, c'est sur le lac à Uvira, tout au sud du Burundi, à Uvira, en face de Bujumbura. Et l'autre frontière est un peu au-dessus, là où nous avons la frontière avec le Rwanda aussi, sur la Ruzizi. Et là, quand les gens partent du Burundi pour aller à Goma, ils ont au moins 100 km à faire. Donc ces gens-là sont entrés dans le Congo, ils ont fait 100 km en groupe, jusqu'à Goma pour aller revendiquer que leur religion leur dit que la terre promise, c'est là. Au Congo, là où ils sont venus, qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Vous pensez que dans un pays où il existe un État souverain, un État responsable, un étranger, africain soit-il, va venir se comporter de cette manière-là? Ça n'existe pas. Notre ami Tony Diakoupona nous dit comment s'était soldé le conflit entre les Maïmaï et l'armée gouvernementale. Le conflit, alors pour donner une information simple, le conflit entre l'armée gouvernementale et Maïmaï n'est pas fini. Il n'est pas fini. Les Maïmaï sont des résistants patriotes congolais qui sont là parce que l'histoire que Rouberois et son fameux ministère sont en train d'essayer de faire, c'est l'histoire de créer Minembwe et créer un territoire d'origine pour les soi-disant tous ces Congolais qui n'existent pas. Et nos frères Maïmaï sont vent debout par rapport à ça. Donc nos frères Maïmaï sont vent debout par rapport à ça. Et donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne vont pas reculer et qu'ils vont répondre à chaque coup qui sera donné au Congo. Voilà ce que je peux te répondre. Alors Fred Paulsen dit, à l'heure où je vous parle, à Biakato, centre de Beni, ces rebelles ADF, ils ont déjà, mais l'armée ne s'inquiète de rien. Mais c'est ça qui est étonnant. Comment des rebelles, entre guillemets, peuvent entrer dans une ville, dans ce centre-ville, et l'armée qui est allée défendre doit normalement être au moins en quantité dans la ville de Beni pour se disséminer dans le territoire. Parce qu'en plus, quand je parle du territoire, la ville de Beni se trouve, le territoire de Beni est ovale. Hein? Ovale dans ce sens-là. Et Beni se trouve tout au sud ici, presque à la frontière avec Ouganda, là. Donc le territoire est grand comme ça ici, et le Beni, lui, se trouve dans le coin. Donc, si tu as Beni, tu peux te déployer que vers le nord du pays, du territoire. Donc, c'est illogique que des ADF entrent dans la ville de Beni et il n'y a pas de soldats qui réagissent. Donc, voilà la réponse que je peux te donner, cher ami. Et donc là, moi, pour parler des Burundais qui sont entrés, il y a deux façons d'analyser. Soit c'est des gens qu'on nous a mis encore des infiltrés, ou ceux qui devaient rester sont déjà restés dans le Congo, et les autres sont en train de faire le Mangungo Lukuta pour et laisser passer le truc et peut-être repartir après. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle, vous vous rappelez les bombardements de Kagame et Kunda Bantoire, lorsqu'ils ont tiré sur les Hutus en les poursuivant dans la forêt, ils ont massacré. Ces images-là existent. Ils ont bombardé, mais à l'arme lourde, au mortier du 105, les militaires vont causer du 175, et ils ont massacré 200 000 Hutus et autres, tous ceux qu'ils considèrent des gens qui étaient compradors dans la forêt. Mais il y a une chose qui est terrible dans la forêt congolaise, c'est pas le désert, c'est-à-dire quand tu tues quelqu'un, dans les 3 jours il pourrit, dans le mois il n'y a plus rien, il n'y a que les os qui restent. Et en plus, si ça traîne 20 ans,
les matitis, tous les matitis sont tombés dessus. Hein? Les feuilles des arbres, tout ça, tout est tombé dessus. Donc, pour trouver, ça devient compliqué. Hein? Ils nous envoient... Comment voulez-vous qu'on comprenne que ces gens-là, ils font ça, mais ils nous ont envoyé des faux réfugiés. Hein? Bah, faux réfugiés au Bagna Bangombe, on a vu. Tout ça, c'est toujours... Ils ont toujours des tentatives d'essayer de nous infiltrer pour tenir certains points au Congo. Mais ça n'arrivera pas. Les Congolais ne vont pas lâcher. La communauté internationale doit savoir que les Congolais ne vont pas lâcher. Moi, je les rappelle seulement le 28 février, avec le concert qu'ils ont organisé pour le Rwandais, Fally Ipupa avec les Rwandais qui dirigent l'OIF. Hein? Organisation internationale de la francophonie dirigée par les anglophones du Rwanda. Donc ce sont ces gens-là qui sont venus organiser les concerts. Ils ont vu la réaction des Congolais. Ils ont tout brûlé à la gare de Lyon. Ils ont tout cassé autour de la gare de Lyon. Hein? Une raison qui a été retenue par la préfecture de Londres pour empêcher le concert du Rwandais Fally. Voilà. Donc ça, ce sont des réalités. Donc, chers amis, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. C'est que le confinement qui s'est fait au Congo est inacceptable parce que les Congolais ne savent pas comment ils vont faire s'ils sont confinés chez eux pour manger, pour nourrir leurs enfants. Le confinement qu'on a fait pour fermer, pour demander aux gens qui ont des boutiques de les fermer, les Congolais qui ne dépendent que de ces boutiques-là pour vivre ont demandé au président de la République démocratique du Congo s'il met en place des revenus de transfert. Et nous posons la question, pour mettre en place des revenus de transfert, il faut que tu connaisses la population, il faut que tu connaisses où se trouve chacun de cette population, il faut que tu aies l'adresse de chacun de manière concrète. Et au Congo, je sais que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et la seule chose que le président de la République démocratique du Congo n'a pas fait, c'est d'annoncer ces mesures-là. Parce que le président des États-Unis a annoncé $1000 par personne qui est dans les besoins. Ça sera fait, le budget a été fait. Le président de la France a annoncé la même chose, il y a un budget qui est fait, etc. Je n'ai pas entendu cette annonce-là. Mettre en confinement, oui, mais annoncer le revenu de transfert et la distribution de bouffe. On n'a pas dit. Simplement parce que les gens meurent déjà de faim au Congo. On met à manger aux gens, ben, en fait, en réalité, tu leur permets de se nourrir. Ce n'est pas qu'ils sont... Mais là, tu les mets dans une situation où ils ne sauront plus se nourrir. La question des Congolais, elle est là. Qu'est-ce que nous faisons parce que nous vivons avec l'article 15? Qu'est-ce que nous faisons si nous sommes confinés? Il faut qu'on meure tous de faim dans nos maisons? Voilà la question qui se pose. Et donc, l'armée congolaise qui a été envoyée à l'est, dans le territoire de Beni, c'est un scandale monumental parce que cette armée-là est en échec. Mais moi, je me pose la question avec les Congolais de savoir qui a pris la décision. Je ne pense pas qu'un Congolais aurait pris cette décision de cette manière-là. L'armée est partie sans aucun moyen et l'échec est dû au fait qu'en face d'eux, les gens de soi-disant rebelles, FD, machin, ADF et les autres, sont plus armés qu'eux. Et nous savons qu'il y a une duplicité entre Kagame, Kabila et le supplétif congolais et Museveni pour mettre cette armée-là en échec et dire que l'armée congolaise n'a jamais été faible. Donc voilà, la vraie, parce que là, ce n'est pas la vraie armée congolaise. Il y a plein de miliciens rwandais dedans. Voilà, chers frères, donc le docteur Alula, dans 10 minutes, le docteur Alula va commencer un échange vidéo sur Facebook pour justement le sujet dont je vous ai dit, c'est-à-dire avant Ebola sera totalement différent d'après Ebola. Analyse économique et prospective avec Dr Georges Alula dans 10 minutes. En tout cas, je suis Jim Djunga Podiampolo Pene Djunga Penelongengo, président de Unique France, toujours à votre service, et je vous remercie de votre présence distribuée à tous, cet échange que nous avons eu ensemble. Et la seule chose que nous voulons au Congo, c'est le changement de régime. C'est ça qui est la vérité qui nous permettra de changer ce pays-là et de remettre le Congo dans le concert des nations. Merci beaucoup. À bientôt.